Je vais parler de l'entrée en pratique de professionnels formés à l'étranger, du cas, disons, surprenant des Français qui viennent au Québec à travers les arrangements de reconnaissance mutuelle, les ARM, la notion de protection du public, les disjonctions institutionnelles qu'on observe, et des conséquences pour la société d'accueil, de même que la pertinence de l'approche néo-institutionnaliste. En termes de problématiques générales, on cherche à... je fais partie d'un partenariat d'analyse, Frédéric Doucet, qui va me suivre après en présentation, en fait partie aussi. Le PAPRICA, c'est le partenariat d'analyse des professions réglementées, inclusion, citoyenneté, accès, ça fait PAPRICA, ça marche en anglais aussi. Cherche à comprendre comment le système professionnel exerce son mandat principal, la protection du public, lors de l'admission de professionnels formés à l'étranger. Je mentionne l'admission, tantôt je parlais d'entrée en pratique, vous verrez un peu plus loin, c'est deux choses différentes. Il y a une perspective multi-acteurs, parce que tous ces acteurs-là, ils sont engagés à différentes étapes. L'immigration, le système professionnel, les établissements de formation, des organismes communautaires qui travaillent avec ces professionnels et les employeurs également. Donc, en termes d'ancrage théorique, je m'inscris, comme je mentionnais, dans une approche néo-institutionnaliste depuis peu. J'ai découvert ça sur le tard, disons, et je trouve que ça concorde avec une approche ethnographique des institutions telle que Mary Douglas le décrit dans Comment pensent les institutions. Et aussi, j'emprunte à la sociologie du risque, tel que le mentionne aussi Barbara Senna dans un article pour essayer de dépasser la gestion des risques pour cibler plutôt l'analyse de la gouvernance des risques. Là, j'ai une citation qui vaut la peine, je pense, de mentionner au complet. C'est moi qui a souligné. Risk governance should examine the complex web of actors, rules, conventions, processes, and mechanisms concerned with how relevant information is collected, analyzed, and communicated, and how management decisions are taken, especially where there is no single authority to take a binding risk management decision, but where instead the nature of the risk requires the collaboration of and coordination between a range of different stakeholders. En voyant cette approche-là, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on observe en termes d'institutions engagées dans l'entrée en pratique, non seulement l'admission, mais l'entrée en pratique de professionnels formés à l'étranger. Elle en vient à Mme Senna à parler de responsabilité relationnelle et à travers ça d'intérêt du public. Donc, il y a des recoupages que j'ai trouvé assez évidents et directs. Maintenant, du côté de la méthodologie, c'est des recherches qui sont en cours depuis 2012. Il y a eu un premier projet qui s'est terminé en 2015. Et le partenariat PAPRICA est en place depuis 2015. C'est subventionné grâce au CRSH, Partenariat en développement. Initialement, nos travaux étaient sur les arrangements de reconnaissance mutuelle France-Québec et donc les professionnels venant de France au Québec et leur parcours. On a élargi ça ensuite pour comparer avec ce qui se passe ailleurs au Canada. Ce qui est différent aussi parce que chaque province a son propre système professionnel en termes de profession réglementée. Du côté de l'analyse qualitative, c'est des entrevues d'acteurs et des documents issus du système professionnel qui sont inclus. Et il y a une analyse statistique descriptive également. Comme par exemple les tableaux que je vais montrer maintenant. Là, je vous présente des statistiques comme on en voit dans les médias aussi souvent, qui font très mal paraître le Québec. On voit le taux
d'infirmières diplômées à l'étranger qui pratiquent dans les différentes provinces au fil des années. De gauche à droite, c'est 2006, 2010, 2015. Et également de gauche à droite, on voit le Québec avec les petites colonnes, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Un autre cas qu'on pourrait regarder, c'est la comparaison est semblable et de façon semblable peu glorieuse pour le Québec, avec les médecins spécialistes et j'avais sauté les médecins de famille, qui est semblable aussi. Les médecins spécialistes, les colonnes du Québec sont un tout petit peu plus hautes. Là, comme je disais, ça donne un portrait peu reluisant du Québec, mais on pourra en discuter après. C'est pas aussi simple que ce qui paraît là. Il y a d'autres questions en dessous de ça, et c'est pas les seuls ordres professionnels qui sont impliqués dans ces résultats-là. Comme on peut le voir ici, les acteurs du système professionnel au Québec, c'est assez complexe. Ça prend un certain temps avant de se familiariser avec tout ça. Au centre, il y a l'Office des professions du Québec qui chapeaute les 46 ordres professionnels qui, eux, ont sous leur gouverne 54 professions, parce que certains ordres sont responsables de 2 professions, par exemple. Et il y a des professions à exercice exclusif. Eux seuls ont le droit de poser certains actes. Et d'autres professions qui sont à titre exclusif. Eux seuls ont le droit de porter un titre par exemple, d'urbaniste, d'infirmière. Et autour de ça, autour de l'Office des professions, on voit à gauche le commissaire à l'admission qui avait un titre plus réduit, disons, un mandat plus réduit autrefois, qui était le commissaire à la reconnaissance des compétences professionnelles. Commissaire à la... Oui, c'est ça. Et son mandat a été élargi il y a 2 ans au titre de commissaire à l'admission aux ordres professionnels. Et à droite, il y a le Conseil interprofessionnel du Québec, qui est l'organisme qui coordonne les ordres et qui si on veut, constitue le forum à travers lequel les ordres échangent et harmonisent ou présentent leurs différentes façons de travailler dans l'application du Code des professions. Parce que en haut de ça, il y a le ministre de la Justice puis l'Assemblée nationale. Bon, c'est le Code des professions qui est appliqué à travers toutes ces 54 professions-là. Et donc, évidemment, ça se décline de différentes façons par différentes lois, différents règlements. Donc, comme vous voyez, c'est pas simple et chaque profession est un univers en soi. On fait face à, disons, 54 petits univers propres. Comme je disais au début, il y a des nuances entre l'admission, l'exercice et la pratique. Parce que les professionnels formés à l'étranger doivent d'abord satisfaire aux exigences de l'immigration pour ensuite entrer dans le processus d'admission par l'ordre. Une fois admis, ou du moins durant le processus d'admission, ils peuvent entrevoir ce qui reste à parcourir avant d'entrer en pratique professionnelle. C'est pas parce qu'on est admis à l'ordre qu'on peut pratiquer. Il faut souvent suivre des stages de formation, des stages de familiarisation, il y a toutes sortes de termes selon les professions. Il y a des cours qui sont prescrits par des ordres, dépendant de où on vient et de quel système et de quelle formation, quelle expérience on a eu au pays d'origine. Donc, il y a ces prescriptions-là à respecter. Ensuite, le droit d'exercice est accordé par l'ordre. Là, on est admis à l'ordre, on paye les frais, par exemple. Et là, on devient éligible
à postuler sur des postes, à être candidat. C'est ce que j'appelle la douane interne. Certains reconnaissent peut-être Danny Boone là, dans Rien à déclarer. Là, une fois passé ces étapes-là, bon, on peut poser sa candidature. On suggère fortement de reformuler son CV. Ensuite, on va passer en entrevue et si tout va bien, on décroche un emploi. Bon, là, ça y est, on a accédé. On est non seulement admis à la pratique professionnelle, mais on entre en pratique comme tel. Le cas surprenant des professionnels formés à l'étranger, des Français, c'est ils bénéficient des ARM France-Québec pour lesquels une analyse générique a été produite pour 26 professions. Les 27 maintenant, les Kiro viennent d'en avoir un aussi. C'est tout nouveau, mais autrement, c'était à 26 depuis 2013. L'analyse a été faite en amont pour voir ce que les Français ont comme formation, comme pratique aussi. Ça les amène vers quel type de pratique et est-ce que c'est compatible avec la pratique qu'on attend de ce qu'on appelle ce type de professionnel-là au Québec et qui est réglementé par l'ordre qui est associé. Une fois que cette analyse-là a été faite, on a pu voir, OK, oui, ça va aller. Donc, c'est ce qu'on appelle un arrangement qui donne accès permis sur permis. Mais lorsqu'il y a des différences substantielles qui sont identifiées, différences substantielles, c'est un terme générique, mais ça a été utilisé à plusieurs reprises dans plusieurs ARM pour exiger des mesures compensatoires. Et c'est là qu'entrent en scène les stages, des cours qui sont prescrits, souvent universitaires. C'est donc un face-à-face entre deux systèmes professionnels avec des architectures juridiques différentes. Puis, bilan de tout ça, on pourrait en parler longtemps parce que c'est quand même vaste, mais ça couvre 26 professions pour des seuls Français qui sont venus au Québec pour pratiquer des ordres professionnels. Donc, dans certains cas, c'est pas des nombres énormes. Les infirmières étant peut-être le navire amiral des ARM, avec au-delà d'une centaine par année, mais dans certains ordres, c'est beaucoup plus réduit. Là, on peut se dire, ben, tout ça pour ça. Par contre, le constat optimiste nous amène à voir les ARM comme des innovations institutionnelles qui ont d'abord été mises en branle avec, de façon mutuelle, France-Québec. Il y a des Québécois, évidemment, qui vont en France, mais on n'en parle pas aujourd'hui. C'est un cas qui peut être vu comme une espèce de projet pilote vers le développement pour tous les accords Canada-Union européenne pour faciliter la mobilité professionnelle à cette ampleur-là. Mais là, bonjour, merci. Ça va être d'une complexité autre parce qu'on ajoute des couches et des couches de réglementation et de systèmes juridiques et réglementaires autrement plus nombreux que les seuls systèmes France-Québec. Mais le système est en place, l'expérience a montré qu'est-ce qui marchait bien. L'expérience a aussi montré des surprises, des choses non prévues. Il y a toutes sortes de cas de figure, des gens qui suivent des formations partielles parce qu'une partie de leur formation est reconnue en France par reconnaissance des acquis, validation des acquis de l'expérience qu'ils appellent là-bas. Et là, on découvre que le diplôme français reconnu dans l'ARM, sous le diplôme français, il y a une partie des cours qu'on pensait qui étaient faits et qui ont plutôt été reconnus par reconnaissance. Et là, ça repose toutes sortes de questions par rapport à la pratique au Québec. Bon. Vous voyez, l'expérience a montré toutes sortes de cas de figure qui n'avaient pas été prévus
et qui ont soulevé des questionnements du côté québécois, étant donné la réglementation en place. Bon. Des questionnements qui ont des fois donné des réponses positives et des fois négatives. À travers tout ça, ce qu'on entend souvent parler, c'est qu'il y a un manque d'informations, que les institutions fonctionnent en silo. Tout ça, c'est des problèmes qui sont documentés depuis longtemps, depuis au moins le milieu des années 2000, si ce n'est pas avant, depuis la fin des années 90. Donc, je n'entrerai pas là-dedans parce que c'est un constat, ça vaut plus la peine d'en parler, c'est connu. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, évidemment. Puis, dans le fond, en regardant ça comme étant les problèmes de coordination qu'il y a entre les institutions comme étant des problèmes de disjonction institutionnelle, on peut voir ça comme des processus, dans le fond, tout à fait normaux et prévisibles de la part de ces institutions-là, parce qu'elles appliquent une gestion par résultat. Et le système professionnel, son souci, c'est d'admettre des professionnels. Et là, des fois, il pose des conditions, des fois, il pose moins ou pas de conditions, mais son souci est d'admettre des membres à l'ordre professionnel. De l'autre côté, les établissements de formation forment les candidats qui se qualifient, qui peuvent entrer dans leur cohorte de formation. De notre côté, les employeurs cherchent à engager des professionnels reconnus comme tels et qui leur apparaissent compétents et qui ont, dans le cas des professions réglementées, qui sont reconnus aussi par les ordres. Donc, chacune de ces institutions voit à respecter son mandat et met en place des pratiques pour faciliter ces objectifs-là. Mais ces objectifs-là tous ces objectifs n'arrivent pas à terme quand la coordination entre ces institutions-là est insuffisante. On peut donc mettre en place les plus beaux dispositifs en termes d'entrée dans les professions réglementées, mais s'il n'y a pas de souci pour assurer la fluidité du processus jusqu'à terme, ça n'aura rien donné parce que le professionnel admis n'aura pas accès à la pratique. Vous vous souvenez la distinction entre admission et entrée en pratique. Donc, il y aurait lieu de valoriser la notion de protection du public pour ces expérimentations-là et de mettre de l'avant, en quelque sorte, le business case, comme on dit en anglais, l'intérêt pour la société d'accueil, d'une part, d'intégrer ces professionnels formés à l'étranger de façon fluide et rapide et de voir à mettre en place des dispositifs peut-être avec un certain coût, mais il y a une économie au bout de l'échelle, une économie d'échelle au bout du processus, du fait que c'est des professionnels déjà formés qui veulent contribuer à la société. À contrario, quand ils sont forcés à prendre des travaux où ils sont surqualifiés, c'est des échecs professionnels qui aussi entraînent des fois des retours au pays d'origine. Donc, des échecs carrément du projet d'immigration. Aussi, du côté, en termes de business case, il y a de plus en plus d'études au niveau organisationnel. Puis, je cite Hunt, là, c'est une étude d'un bureau comptable dont j'oublie le nom. Je vais aller rapidement en bibliographie, de McKinsey, qui démontre la plus-value pour des organisations d'engager des professionnels formés à l'étranger pour l'input que des natifs, presque par définition, ne peuvent apporter. C'est des choses qui sont de plus en plus documentées. Et bon, l'analyse néo-institutionnaliste permet, à mon sens,
une approche finalement ethnographique du fonctionnement de ces institutions et aide à identifier des freins et des facilitateurs dans ces processus-là. Donc, voilà, essentiellement, on aura l'occasion, j'espère, de discuter. Merci beaucoup. Merci.